Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Edgar Poe, sa vie et ses œuvres, par Charles Baudelaire, suite 3. La vie de Poe, ses mœurs, ses manières, son être physique, tout ce qui constitue l'ensemble de son personnage, nous apparaissent comme quelque chose de ténébreux et de brillant à la fois. Sa personne était singulière, séduisante, et comme ses ouvrages, marquée d'un indéfinissable cachet de mélancolie. Du reste, il avait montré une rare aptitude pour tous les exercices physiques, et bien qu'il fût petit, avec des pieds et des mains de femme, tout son être portant d'ailleurs ce caractère de délicatesse féminine, il était plus que robuste et capable de merveilleux traits de force. Il a dans sa jeunesse gagné un pari de nageur qui dépasse la mesure ordinaire du possible. On dirait que la nature fait à ceux dont elle veut tirer de grandes choses un tempérament énergique, comme elle donne une puissante vitalité aux arbres qui sont chargés de symboliser le deuil et la douleur. Ces hommes-là, avec des apparences quelquefois chétives, sont taillés en athlètes, bons pour l'orgie et pour le travail, prompts aux excès et capables d'étonnante sobriété. Il est quelques points relatifs à Edgar Poe sur lesquels il y a un accord unanime, par exemple sa haute distinction naturelle, son éloquence et sa beauté, dont, à ce qu'on dit, il tirait un peu de vanité. Ses manières, mélange singulier de hauteur avec une douceur exquise, étaient pleines de certitude. Physionomie, démarche, gestes, air de tête, tout le désignait, surtout dans ses bons jours, comme une créature d'élection. Tout son être respirait une solennité pénétrante. Il était réellement marqué par la nature, comme ces figures de passants qui tirent l'œil de l'observateur et préoccupent sa mémoire. Le pédant et aigre Griswold lui-même avoue que lorsqu'il alla rendre visite à Poe, et qu'il le trouva pâle et malade, encore de la mort et de la maladie de sa femme, il fut frappé outre mesure non seulement de la perfection de ses manières, mais encore de la physionomie aristocratique, de l'atmosphère parfumée de son appartement, d'ailleurs assez modestement meublé. Griswold ignore que le poète a plus que tous les hommes ce merveilleux privilège attribué à la femme parisienne et à l'espagnole de savoir se parer avec un rien, et que Poe, amoureux du beau en toutes choses, aurait trouvé l'art de transformer une chaumière en un palais d'une espèce nouvelle. N'a-t-il pas écrit, avec l'esprit le plus original et le plus curieux, des projets de mobilier, des plans de maisons de campagne, de jardins et de réformes de paysages? Il existe une lettre charmante de Madame Frances Osgood, qui fut une des amies de Poe, et qui nous donne, sur ses mœurs, sur sa personne et sur sa vie de ménage, les plus curieux détails. Cette femme qui était elle-même un littérateur distingué nie courageusement tous les vices et toutes les fautes reprochées au poète. Avec les hommes, dit-elle à Griswold, peut-être était-il tel que vous le dépeignez, et comme homme, vous pouvez avoir raison. Mais je pose en fait qu'avec les femmes il était tout autre, et que jamais femme n'a pu connaître Monsieur Poe sans éprouver pour lui un profond intérêt. Il ne m'a jamais apparu que comme un modèle d'élégance, de distinction et de générosité. La première fois que nous nous vîmes, ce fut à Astor House. Willis m'avait fait passer à table d'hôte Le Corbeau, sur lequel l'auteur, me dit-il, désirait connaître mon opinion. La musique mystérieuse et surnaturelle de ce poème étrange me pénétra si intimement que lorsque j'appris que Poe désirait m'être présenté, j'éprouvai un sentiment singulier et qui ressemblait à de l'effroi. Il parut avec sa belle et orgueilleuse tête, ses yeux sombres qui dardaient une lumière d'élection, une lumière de sentiment et de pensée, avec ses manières qui étaient un mélange intraduisible de hauteur et de suavité. Il me salua, calme, grave, presque froid, mais sous cette froideur vibrait une sympathie si marquée que je ne pus m'empêcher d'en être profondément impressionné. À partir de ce moment jusqu'à sa mort, nous fûmes amis, et je sais que dans ces dernières paroles, j'ai eu ma part de souvenirs, et qu'il m'a donné, avant que sa raison ne fût culbutée de son trône de souveraine, une preuve suprême de sa fidélité en amitié.
C'était surtout dans son intérieur, à la fois simple et poétique, que le caractère d'Edgar Poe apparaissait pour moi dans sa plus belle lumière. Folâtre, affectueux, spirituel, tantôt docile et tantôt méchant comme un enfant gâté, il avait toujours pour sa jeune, douce et adorée femme, et pour tous ceux qui venaient, même au milieu de ses plus fatigantes besognes littéraires, un mot aimable, un sourire bienveillant, des attentions gracieuses et courtoises. Il passait d'interminables heures à son pupitre sous le portrait de sa Lénore, l'aimée et la morte. Toujours assidu, toujours résigné, et fixant avec son admirable écriture les brillantes fantaisies qui traversaient son étonnant cerveau, incessamment en éveil. Je me rappelle l'avoir vu un matin plus joyeux et plus allègre que de coutume. Virginia, sa douce femme, m'avait prié d'aller les voir, et il m'était impossible de résister à ses sollicitations. Je le trouvai travaillant à la série d'articles qu'il a publiés sous le titre « The Literary of New York ». Voyez, me dit-il, en déployant avec un rire de triomphe plusieurs petits rouleaux de papier. Il écrivait sur des bandes étroites, sans doute pour conformer sa copie à la justification des journaux. Je vais vous montrer par la différence des longueurs des divers degrés d'estime que j'ai pour chaque membre de votre gente littéraire. Dans chacun de ces papiers, l'un de vous est peloté et proprement discuté. Venez ici, Virginia, et aidez-moi. Et ils les déroulèrent tous un à un. À la fin, il y en avait un qui semblait interminable. Virginia, tout en riant, reculait jusqu'à un coin de la chambre, le tenant par un bout, et son mari vers un autre coin avec l'autre bout. Et quel est l'heureux, dis-je, que vous avez jugé digne de cette incommensurable douceur? L'entendez-vous? S'écria-t-il, comme si son vaniteux petit cœur ne lui avait pas déjà dit que c'est elle-même. Quand je fus obligé de voyager pour ma santé, j'entretins une correspondance régulière avec Poe, obéissant en cela aux vives sollicitations de sa femme, qui croyait que je pouvais obtenir sur lui une influence et un ascendant salutaires. Quant à l'amour et à la confiance qui existaient entre sa femme et lui, et qui était pour moi un spectacle délicieux, je n'en saurais parler avec trop de conviction, avec trop de chaleur. Je néglige quelques petits épisodes poétiques, dans lesquels le jeta son tempérament romanesque. Je pense qu'elle était la seule femme qu'il ait toujours véritablement aimée. Dans les nouvelles de Poe, il n'y a jamais d'amour. Du moins, Ligeia et Léonora ne sont pas à proprement parler des histoires d'amour. L'idée principale sur laquelle pivote l'œuvre étant tout autre. Peut-être croyait-il que la prose n'est pas une langue à la hauteur de ce bizarre et presque intraduisible sentiment, car ses poésies, en revanche, en sont fortement saturées. La divine passion y apparaît magnifique, étoilée d'une irrémédiable mélancolie. Dans ses articles, il parle quelquefois de l'amour, et même comme d'une chose dont le nom fait frémir la plume. Dans The Domain of Arnheim, il affirmera que les 4 conditions élémentaires du bonheur sont la vie en plein air, l'amour d'une femme, le détachement de toute ambition et la création d'un beau nouveau. Ce qui corrobore l'idée de Madame Frances Osgood relativement au respect chevaleresque de Poe pour les femmes, c'est que malgré son prodigieux talent pour le grotesque et l'horrible, il n'y a pas dans toute son œuvre un seul passage qui ait trait à la lubricité ou même aux jouissances sensuelles. Ses portraits de femmes sont pour ainsi dire auréolés. Ils brillent au sein d'une vapeur surnaturelle et sont peints à la manière emphatique d'un adorateur. Quant aux petits épisodes romanesques, y a-t-il lieu de s'étonner qu'un être aussi nerveux dont la soif du beau était peut-être le trait principal, et parfois avec une ardeur passionnée, cultivait la galanterie, cette fleur volcanique et musquée, pour qui le cerveau bouillonnant des poètes est un terrain de prédilection. De sa beauté personnelle singulière dont parlent plusieurs biographes, l'esprit peut, je crois, se faire une idée approximative en appelant à son secours toutes les notions vagues, mais cependant caractéristiques contenues dans le mot romantique, mot qui sert généralement à rendre les genres de beauté consistants surtout dans l'expression. Poe avait un front vaste, dominateur, où certaines protubérances trahissaient les facultés débordantes qu'elles sont chargées de représenter. Construction, comparaison, causalité. Et où trônait dans un orgueil calme le sens de l'idéalité, le sens esthétique par excellence. Cependant, malgré ses dons, ou même à cause de ses privilèges exorbitants,
Cette tête vue de profil n'offrait peut-être pas un aspect agréable. Comme dans toutes les choses excessives par un sens, un déficit pouvait résulter de l'abondance, une pauvreté de l'usurpation. Il avait de grands yeux, à la fois sombres et pleins de lumière, d'une couleur indécise et ténébreuse, poussée au violet, le nez noble et solide, la bouche fine et triste, quoique légèrement souriante, le teint brun clair, la face généralement pâle, la physionomie un peu distraite et imperceptiblement grimée par une mélancolie habituelle. Sa conversation était des plus remarquables et essentiellement nourrissante. Il n'était pas ce qu'on appelle un beau parleur, une chose horrible, et d'ailleurs sa parole comme sa plume avait l'horreur du convenu. Mais un vaste savoir, une linguistique puissante, de fortes études, des impressions ramassées dans plusieurs pays, faisaient de cette parole un enseignement. Son éloquence, essentiellement poétique, pleine de méthode, et se mouvant toutefois hors de toute méthode connue, un arsenal d'images tirées d'un monde peu fréquenté par la foule des esprits, un art prodigieux à déduire d'une proposition évidente et absolument acceptable, des aperçus secrets et nouveaux, à ouvrir d'étonnantes perspectives, et en un mot, l'art de ravir, de faire penser, de faire rêver, d'arracher les armes des bourbes de la routine. Telles étaient les éblouissantes facultés dont beaucoup de gens ont gardé le souvenir. Mais il arrivait parfois, on le dit du moins, que le poète, se complaisant dans un caprice destructeur, rappelait brusquement ses amis à terre par un cynisme affligeant et démolissait brutalement son œuvre de spiritualité. C'est d'ailleurs une chose à noter, qu'il était fort peu difficile dans le choix de ses auditeurs, et je crois que le lecteur trouvera sans peine dans l'histoire d'autres intelligences grandes et originales, pour qui toute compagnie était bonne. Certains esprits, solitaires au milieu de la foule, et qui se repaissent dans le monologue, n'ont que faire de la délicatesse en matière de public. C'est en somme une espèce de fraternité basée sur le mépris. De cette ivrognerie, célébrée et reprochée avec une insistance qui pourrait donner à croire que tous les écrivains des États-Unis, excepté Poe, sont des anges de sobriété, il faut cependant en parler. Plusieurs versions sont plausibles, et aucune n'exclut les autres. Avant tout, je suis obligé de remarquer que Willis et Madame Osgood affirment qu'une quantité fort minime de vin ou de liqueur suffisait pour perturber complètement son organisation. Il est d'ailleurs facile de supposer qu'un homme aussi réellement solitaire, aussi profondément malheureux, et qui a pu souvent envisager tout le système social comme un paradoxe et une imposture, un homme qui, harcelé par une destinée sans pitié, répétait souvent que la société n'est qu'une cohue de misérables, c'est Griswold qui rapporte cela, aussi scandalisé qu'un homme qui peut penser la même chose, mais qui ne la dira jamais. Il est naturel, dis-je, de supposer que ce poète, jeté tout enfant dans les hasards de la vie libre, le cerveau cerclé par un travail âpre et continu, et cherché parfois une volupté d'oubli dans les bouteilles, rancune littéraire, vertige de l'infini, douleur de ménage, insulte de la misère, Poe fuyait tout dans le noir de l'ivresse, comme dans une tombe préparatoire. Mais quelque bonne que paraisse cette explication, je ne la trouve pas suffisamment large, et je m'en défie à cause de sa déplorable simplicité. J'apprends qu'il ne buvait pas en gourmand, mais en barbare, avec une activité et une économie de temps tout à fait américaines, comme accomplissant une fonction homicide, comme ayant en lui quelque chose à tuer, a worm that will not die. On raconte d'ailleurs qu'un jour, au moment de se remarier, les bans étaient publiés, et comme on le félicitait sur une union qui mettait dans ses mains les plus hautes conditions de bonheur et de bien-être, il avait dit « Il est possible que vous ayez vu des bans, mais notez bien ceci, je ne me marierai pas. » Il alla, épouvantablement ivre, scandaliser le voisinage de celle qui devait être sa femme, ayant ainsi recours à son vice, pour se débarrasser d'un parjure envers la pauvre morte, dont l'image vivait toujours en lui et qu'il avait admirablement chantée dans son Annabel Lee. Je considère donc dans un grand nombre de cas le fait infiniment précieux de préméditation comme acquis et constaté. Je lis d'autre part dans un long article du Southern Literary Messenger, cette même revue dont il avait commencé la fortune, que jamais la pureté, le fini de son style, jamais la netteté de sa pensée
jamais son ardeur au travail ne furent altérées par cette terrible habitude, que la confection de la plupart de ces excellents morceaux a précédé ou suivi une de ces crises, qu'après la publication d'Eureka, il sacrifia déplorablement à son penchant, et qu'à New York, le matin même où paraissait le Corbeau, pendant que le nom du poète était dans toutes les bouches, il traversait Broadway en trébuchant outrageusement. Remarquez que les mots précédés ou suivis impliquent que l'ivresse pouvait servir d'excitant aussi bien que de repos. Or, il est incontestable que, semblables à ces impressions fugitives et frappantes, d'autant plus frappantes dans leur retour qu'elles sont fugitives, qui suivent quelquefois un symptôme extérieur, une espèce d'avertissement comme un son de cloche, une note musicale ou un parfum oublié, et qui sont elles-mêmes suivies d'un événement semblable à un événement déjà connu, et qui occupait la même place dans une chaîne antérieurement révélée, semblable à ces singuliers rêves périodiques qui fréquentent nos sommeils. Il existe dans l'ivresse non seulement des enchaînements de rêves, mais des séries de raisonnements qui ont besoin pour se reproduire du milieu qui leur a donné naissance. Si le lecteur m'a suivi sans répugnance, il a déjà deviné ma conclusion. Je crois que dans beaucoup de cas, non pas certainement dans tous, l'ivrognerie de Poe était un moyen mnémonique, une méthode de travail, méthode énergique et mortelle mais appropriée à sa nature passionnée. Le poète avait appris à boire, comme un littérateur soigneux s'exerce à faire des cahiers de notes. Il ne pouvait résister au désir de retrouver les visions merveilleuses ou effrayantes, les conceptions subtiles qu'il avait rencontrées dans une tempête précédente. C'étaient de vieilles connaissances qui l'attiraient impérativement, et pour renouveler avec elles, il prenait le chemin le plus dangereux, mais le plus direct. Une partie de ce qui fait aujourd'hui notre jouissance et ce qui l'a tué. 4. Des ouvrages de ce singulier génie, j'ai peu de choses à dire. Le public fera voir ce qu'il en pense. Il me serait difficile, peut-être, mais non pas impossible, de débrouiller sa méthode, d'expliquer son procédé, surtout dans la partie de ses œuvres dont le principal effet gît dans une analyse bien ménagée. Je pourrais introduire le lecteur dans les mystères de sa fabrication, m'étendre longuement sur cette portion de génie américain qui le fait se réjouir d'une difficulté vaincue, d'une énigme expliquée, d'un tour de force réussi, qui le pousse à se jouer avec une volupté enfantine et presque perverse dans le monde des probabilités et des conjectures, et à créer des canards auxquels son art subtil a donné une vie vraisemblable. Personne ne niera que Poe ne soit un jongleur merveilleux, et je sais qu'il donnait surtout son estime à une autre partie de ses œuvres. J'ai quelques remarques plus importantes à faire, d'ailleurs très brèves. Ce n'est pas par ces miracles matériels qui pourtant ont fait sa renommée qu'il lui sera donné de conquérir l'admiration des gens qui pensent. C'est par son amour du beau, par sa connaissance des conditions harmoniques de la beauté, par sa poésie profonde et plaintive, ouvragée néanmoins, transparente et correcte comme un bijou de cristal, par son admirable style, pur et bizarre, serré comme les mailles d'une armure, complaisant et minutieux, et dont la plus légère intention sert à pousser doucement le lecteur vers un but voulu. Et enfin surtout par ce génie tout spécial, par ce tempérament unique qui lui a permis de peindre et d'expliquer d'une manière impeccable, saisissante, terrible, l'exception dans l'ordre moral. Diderot, pour prendre un exemple entre 100, est un auteur sanguin, Poe est l'écrivain des nerfs, et même de quelque chose de plus, est le meilleur que je connaisse. Chez lui, toute entrée en matière est attirante, sans violence, comme un tourbillon. Sa solennité surprend et tient l'esprit en éveil. On sent tout d'abord qu'il s'agit de quelque chose de grave, et lentement, peu à peu, se déroule une histoire dont tout l'intérêt repose sur une imperceptible déviation de l'intellect, sur une hypothèse audacieuse, sur un dosage imprudent de la nature dans l'amalgame des facultés. Le lecteur, lié par le vertige, est contraint de suivre l'auteur dans ses entraînantes déductions. Aucun homme, je le répète, n'a raconté avec plus de magie les exceptions de la vie humaine et de la nature, les ardeurs de curiosité de la convalescence, les fins de saison chargées de splendeurs énervantes, les temps chauds, humides et brumeux, où le vent du sud amollit et détend les nerfs comme les cordes d'un instrument, où les yeux se remplissent de larmes qui ne viennent pas du cœur.
L'hallucination laissant d'abord place au doute, bientôt convaincue et raisonneuse comme un livre, l'absurde s'installant dans l'intelligence et la gouvernant avec une épouvantable logique, l'hystérie usurpant la place de la volonté, la contradiction établie entre les nerfs et l'esprit, et l'homme désaccordé au point d'exprimer la douleur par le rire. Il analyse ce qu'il y a de plus fugitif, il soupèse l'impondérable, et décrit, avec cette manière minutieuse et scientifique dont les effets sont terribles, tout cet imaginaire qui flotte autour de l'homme nerveux et le conduit à mal. L'ardeur même avec laquelle il se jette dans le grotesque pour l'amour du grotesque, et dans l'horrible pour l'amour de l'horrible, me sert à vérifier la sincérité de son œuvre, et l'accord de l'homme avec le poète. J'ai déjà remarqué que chez plusieurs hommes, cette ardeur était souvent le résultat d'une vaste énergie vitale inoccupée, et aussi d'une profonde sensibilité refoulée. La volupté surnaturelle que l'homme peut éprouver à voir couler son propre sang, les mouvements soudains, violents, inutiles, les grands cris jetés en l'air, sans que l'esprit ait commandé au gosier, sont des phénomènes arrangés dans le même ordre. Au sein de cette littérature où l'air est raréfié, l'esprit peut éprouver cette vague angoisse, cette peur prompte aux larmes et ce malaise du cœur qui habite les lieux immenses et singuliers. Mais l'admiration est la plus forte, et d'ailleurs, l'art est si grand. Les fonds et les accessoires y sont appropriés aux sentiments des personnages. Solitude de la nature ou agitation des villes, tout y est décrit nerveusement et fantastiquement. Comme notre Eugène Delacroix qui a élevé son art à la hauteur de la grande poésie, Edgar Poe aime à agiter ses figures sur des fonds violâtres et verdâtres, où se révèle la phosphorescence de la pourriture et la senteur de l'orage. La nature dite inanimée participe de la nature des êtres vivants, et comme eux frissonne d'un frisson surnaturel et galvanique. Quelquefois des échappées magnifiques, gorgées de lumière et de couleurs, s'ouvrent soudainement dans ces paysages et l'on voit apparaître au fond de leur horizon des villes orientales et des architectures vaporisées par la distance, où le soleil jette des pluies d'or. Les personnages de Poe, ou plutôt le personnage de Poe, l'homme aux facultés suraiguës, l'homme aux nerfs relâchés, l'homme dont la volonté ardente et patiente jette un défi aux difficultés, celui dont le regard est tendu avec la roideur d'une épée sur des objets qui grandissent à mesure qu'il les regarde, c'est Poe lui-même, et ces femmes, toutes lumineuses et malades, mourant de maux bizarres et parlant avec une voix qui ressemble à une musique, c'est encore lui, ou du moins, par leur respiration étrange, par leur savoir, par leur mélancolie inguérissable, elles participent fortement de la nature de leur créateur. Quant à sa femme idéale, sa titanide, elle se révèle sous différents portraits éparpillés dans ses poésies trop peu nombreuses, portraits ou plutôt manières de sentir la beauté, que le tempérament de l'auteur rapproche et confond dans une unité vague mais sensible, et où vit plus délicatement peut-être qu'ailleurs cet amour insatiable du beau, qui est son grand titre, c'est-à-dire le résumé de ses titres à l'affection et au respect des poètes. Nous rassemblons sous le titre Histoire extraordinaire divers contes choisis dans l'œuvre générale de Poe. Cette œuvre se compose d'un nombre considérable de nouvelles, d'une quantité non moins forte d'articles critiques et d'articles divers, d'un poème philosophique, Eureka, de poésie et d'un roman purement humain, la relation d'Arthur Gordon Pym. Si je trouve encore, comme je l'espère, l'occasion de parler de ce poète, je donnerai l'analyse de ses opinions philosophiques et littéraires, ainsi que généralement des œuvres dont la traduction complète aurait peu de chances de succès auprès d'un public qui préfère de beaucoup l'amusement et l'émotion à la plus importante vérité philosophique. Charles Baudelaire. Cette traduction est dédiée à Maria Clemm, à la mère enthousiaste et dévouée, à celle pour qui le poète a écrit ces vers. Parce que je sens que, là-haut dans les cieux, les anges, quand ils se parlent doucement à l'oreille, ne trouvent pas, parmi leurs termes brûlants d'amour, d'expression plus fervente que celle de mère. Je vous ai dès longtemps justement appelé de ce grand nom, vous qui êtes plus qu'une mère pour moi,
et remplissez le sanctuaire de mon cœur où la mort vous a installé. En affranchissant l'âme de ma Virginia, ma mère, ma propre mère qui mourut de bonheur, n'était que ma mère à moi, mais vous, vous êtes la mère de celle que j'aimais si tendrement. Ainsi vous m'êtes plus chère que la mère que j'ai connue, de tout un infini, juste comme ma femme, était plus chère à mon âme que celle-ci à sa propre essence. C. B.